Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Chapitre 43. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi. C'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin. Enfin j'ai pu parler. « Marie !» ai-je dit. « Ma petite Marie !» Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. « Oh, vous me faites du mal, monsieur !» m'a-t-elle dit. « Monsieur ?» Il y a bientôt 1 an qu'elle ne m'a pas vu, la pauvre enfant. Elle m'a oublié, visage, paroles, accent. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Quoi? Déjà effacée de cette mémoire? La seule où j'eusse voulu vivre? Quoi? Déjà plus de père? Être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants? Si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes? Papa? Et pourtant l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses 2 petites mains dans les miennes, est-ce que tu ne me connais point? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu. Ah bien non. Regarde bien, ai-je répété. Comment, tu ne sais pas qui je suis? Si, a-t-elle dit. Un monsieur. Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour, et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous reconnaît pas? Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir? Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Elle a levé ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas? Il est mort? Puis elle a crié. J'ai failli la laisser tomber. Mort? Disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Je l'ai baisé au front. Marie, dis-moi ta prière. Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison, je la dirai. C'était assez de cela. Je l'ai interrompu. Marie, c'est moi qui suis ton papa. Ah, m'a-t-elle dit. J'ai ajouté. Veux-tu que je sois ton papa? L'enfant s'est détourné. Non, mon papa était bien plus beau. Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant. Vous me faites mal avec votre barbe. Alors je l'ai replacée sur mes genoux en la couvant des yeux, et puis je l'ai questionnée. Marie, sais-tu lire? Oui, a-t-elle répondu. Je sais bien lire. Maman me fait lire les lettres. Voyons, lis un peu, lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. Ah bien, je ne sais lire que des fables. Et c'est toujours. Voyons, lis. Elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. A, R, ar, R, E, T, Ré, arrêt. Je lui ai arraché cela des mains. C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sa bonne avait eu le papier pour 1 sou. Il me coûtait plus cher, à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée, elle pleurait presque. Tout à coup, elle me dit « Rendez-moi donc mon papier, tiens, c'est pour jouer. » Je l'ai remise à sa bonne. « Emportez-la. » Et je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Chapitre 44. Le prêtre est bon, le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on m'emporta mon enfant. C'est fait. Maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres, et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève qui pourra être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. Je crois que j'ai encore 1 heure pour m'habituer à tout cela. Chapitre 45. Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Et parmi tous ces hommes, libres et inconnus des geôliers, qui courent pleins de joie à une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne tôt ou tard dans le panier rouge. Plus d'un qui y vient pour moi y viendra pour soi. Pour ces êtres fatals, il y a sur un certain point de la place de Grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Ils tournent autour jusqu'à ce qu'ils y soient. Chapitre 46. Ma petite Marie,
On l'a ramenée jouer, elle regarde la foule par la portière du fiacre et ne pense déjà plus à ce monsieur. Peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle, afin qu'elle les lise un jour, et qu'elle pleure dans 15 ans pour aujourd'hui. Oui, il faut qu'elle sache par moi mon histoire, et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. Chapitre 47. Mon histoire. Note de l'éditeur. On n'a pu encore retrouver les feuillets qui se rattachaient à celui-ci. Peut-être, comme ceux qui suivent semblent indiquer, le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire. Il était tard quand cette pensée lui est venue. Chapitre 48. D'une chambre de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville. Ainsi j'y suis. Le trajet exécrable est fait. La place est là, et au-dessous de la fenêtre l'horrible peuple qui aboie, et m'attend, et rit. J'ai eu beau me roidir, beau me crisper, le cœur m'a failli. Quand j'ai vu au-dessus des têtes ces deux bras rouges, avec leur triangle noir au bout, dressés entre les deux lanternes du quai, le cœur m'a failli. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici, et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends, c'est toujours cela de gagner. Voici. 3 heures sonnaient, on est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé, comme si j'eusse pensé à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussé entre 2 guichets du rez-de-chaussée, salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir, je me suis assis. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout, outre le prêtre et les gendarmes. Et il y avait aussi 3 hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes déformées. C'était lui. C'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les 2 autres étaient ses valets, à lui. À peine assis, les 2 autres se sont approchés de moi, par derrière, comme des chats. Puis tout à coup j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux, et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux, coupés au hasard, tombaient par mèches sur mes épaules, et l'homme au chapeau à 3 cornes les époussetait doucement avec sa grosse main. Autour, on parlait à voix basse. Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Un jeune homme, près de la fenêtre, qui écrivait avec un crayon sur un portefeuille, a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là. « La toilette du condamné », a répondu l'autre. J'ai compris que cela serait demain dans le journal. Tout à coup, l'un des valets m'a enlevé ma veste, et l'autre a pris mes 2 mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos, et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate. Ma chemise de batiste, seul lambeau qui me resta du mois d'autrefois, l'a fait en quelque sorte hésiter un instant. Puis il s'est mis à en couper le col. À cette précaution horrible, au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressailli et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. « Monsieur, m'a-t-il dit, pardon, est-ce que je vous ai fait mal ?» Ces bourreaux sont des hommes très doux. La foule hurlait plus au dehors. Le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. « Merci, lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu. C'est inutile, je me trouve bien. » Alors l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les 2 pieds, au moyen d'une corde fine et lâche qui ne me laissait à faire que de petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos et a noué les manches ensemble sous mon menton. Ce qu'il y avait à faire là était fait. Alors le prêtre s'est approché avec son crucifix. « Allons, mon fils, m'a-t-il dit. » Les valets m'ont pris sous les aisselles, je me suis levé, j'ai marché. Mes pas étaient mous et fléchissaient comme si j'avais eu 2 genoux à chaque jambe. En ce moment, la porte extérieure s'est ouverte à 2 battants. Une clameur furieuse et l'air froid et la lumière blanche ont fait éruption jusqu'à moi dans l'ombre. Du fond du sombre guichet, j'ai vu brusquement tout à la fois, à travers la pluie, les 1000 têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais. À droite, de plein pied avec le seuil, un rang de chevaux de gendarmes, dont la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les poitrails. En face, un détachement de soldats en bataille. À gauche, l'arrière d'une charrette, auquel s'appuyait une roue d'échelle. Tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison. C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait 3 pas et j'ai paru sur le seuil du guichet. « Le voilà, a crié la foule. « Il sort, enfin !» Et les plus près de moi battaient des mains. Si fort qu'on aime un roi, ce serait moins de fête. C'était une charrette ordinaire, avec un cheval étique et un charretier en sarrau bleu à dessins rouges, comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre. Le gros homme en chapeau à 3 cornes est monté le premier. « Bonjour, monsieur Samson !» criaient des enfants perdus à des grilles. Un valet l'a suivi. « Bravo, mardi !» ont crié de nouveau les enfants. Ils se sont assis tous 2 sur la banquette de devant.
C'était mon tour. J'ai monté d'une allure assez ferme. « Il va bien », a dit une femme à côté des gendarmes. Cet atroce éloge m'a donné du courage. Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m'avait assis sur la banquette de derrière, le dos tourné au cheval. J'ai frémi de cette dernière attention. Ils mettent de l'humanité là-dedans. J'ai voulu regarder autour de moi. Gendarmes devant, gendarmes derrière, puis de la foule et de la foule. Une mer de têtes sur la place. Un piquet de gendarmerie à cheval m'attendait à la porte de la grille du palais. L'officier a donné l'ordre. La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en avant par un hurlement de la populace. On a franchi la grille. Au moment où la charrette a tourné vers le pont au change, la place a éclaté en bruit, du pavé au toit, et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement de terre. C'est là que le piquet qui attendait s'est rallié à l'escorte. « Chapeau bas, criaient 1000 bouches ensemble. « Comme pour le roi !» Alors j'ai ri horriblement aussi, moi, et j'ai dit au prêtre. Eux les chapeaux, moi la tête. On allait au pas. Le quai aux fleurs embaumait. C'était jour de marché. Les marchands ont quitté leurs bouquets pour moi. Vis-à-vis, un peu avant la tour carrée qui fait le coin du palais, il y a des cabarets dont les entresols étaient pleins de spectateurs heureux de leur belle place. Surtout des femmes. La journée doit être bonne pour les carabétiers. On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes. Tout pliait de spectateurs. Des marchands de sang humain criaient à tue-tête « Qui veut des places ?» Une rage m'a pris contre ce peuple. J'ai eu envie de leur crier « Qui veut la mienne ?» Cependant, la charrette avançait. À chaque pas qu'elle faisait, la foule se démolissait derrière elle, et je la voyais de mes yeux égarés qui allaient reformer plus loin sur d'autres points de mon passage. En entrant sur le pont au change, j'ai par hasard jeté les yeux à ma droite en arrière. Mon regard s'est arrêté sur l'autre quai, au-dessus des maisons, à une tour noire, isolée, hérissée de sculptures, au sommet de laquelle je voyais 2 monstres de pierre assis de profil. Je ne sais pourquoi j'ai demandé au prêtre ce que c'était que cette tour. « Saint-Jacques-la-Boucherie », a répondu le bourreau. J'ignore comment cela se faisait. Dans la brume, et malgré la pluie fine et blanche qui riait l'air comme un réseau de fils d'araignée, rien de ce qui se passait autour de moi ne m'a échappé. Chacun de ces détails m'apportait sa torture. Les mots manquent aux émotions. Vers le milieu de ce pont au change, si large et si encombré que nous cheminions à grand-peine, l'horreur m'a pris violemment. J'ai craint de défaillir, dernière vanité. Alors je me suis étourdi moi-même pour être aveugle et pour être sourd à tout, excepté au prêtre, dont j'entendais à peine les paroles entrecoupées de rumeurs. J'ai pris le crucifix et je l'ai baisé. « Ayez pitié de moi », ai-je dit. « Oh mon Dieu !» Et j'ai tâché de m'abîmer dans cette pensée. Mais chaque chaos de la dure charrette me secouait. Puis tout à coup, je me suis senti un grand froid. La pluie avait traversé mes vêtements et mouillé la peau de ma tête à travers mes cheveux coupés et courts. « Vous tremblez de froid, mon fils ?» m'a demandé le prêtre. « Oui », ai-je répondu. Hélas, pas seulement de froid. Au détour du pont, des femmes m'ont plaint d'être si jeune. Nous avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, ces spectateurs avides et cruels, cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. J'étais ivre, stupide, insensé. C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur vous. Je vacillais donc sur le banc, ne prêtant même plus d'attention au prêtre et au crucifix. Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les cris de pitié des cris de joie, les rires des plaintes, les voix du bruit. Tout cela était une rumeur qui résonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre. Mes yeux lisaient machinalement les enseignes des boutiques. Une fois, l'étrange curiosité me prit de tourner la tête et de regarder vers quoi j'avançais. C'était une dernière bravade à l'intelligence. Mais le corps ne voulut pas. Ma nuque resta paralysée et d'avance comme morte. J'entrevis seulement, de côté, à ma gauche, au-delà de la rivière, la tour de Notre-Dame qui, vue de là, cache l'autre. C'est celle où est le drapeau. Il y avait beaucoup de monde et qui devait bien voir. Et la charrette allait, et les boutiques passaient, et les enseignes se succédaient, écrites, peintes, dorées, et la populace riait et trépignait dans la boue, et je me laissais aller, comme à leurs rêves ceux qui sont endormis. Tout à coup, la série des boutiques qui occupait mes yeux s'est coupée à l'angle de la place. La voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore. La charrette s'est arrêtée subitement, et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenu. « Courage !» a-t-il murmuré. Alors on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette. Il m'a donné le bras, je suis descendu, puis j'ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre, et je n'ai pu. Entre les 2 lanternes du quai, j'avais vu une chose sinistre. Oh, c'est la réalité.
Je me suis arrêté, comme chancelant déjà du coup. « J'ai une dernière déclaration à faire !» ai-je crié faiblement. On m'a monté ici. J'ai demandé qu'on me laissât écrire mes dernières volontés. Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête, et le reste est en bas. Chapitre 49. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu, en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. « Ma grâce, ai-je répété. « Ou, par pitié, 5 minutes encore. Qui sait, elle viendra peut-être. Cela est si horrible, à mon âge, de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi ?» Cet exécrable bourreau, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. « Eh, par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. » Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul. Seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce... Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures.